Les experts basket, saison 3, épisode 6. On est très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour votre émission basket, toujours en compagnie de notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. 2 jours de foire, on est dans quel état d'esprit? Là, c'est bientôt terminé. Je suis un peu déçu parce que vous savez très bien que la foire, pour moi, c'est un grand moment de mon année. Donc, on va en profiter maintenant. Vous allez pouvoir en profiter après cette émission. Mais d'abord, il faut débriefer. Alors, on commence tout de suite. Le débrief, le traditionnel début d'émission avec 5 matchs à débriefer cette quinzaine. Et comme lors de notre émission précédente, même format, 3 matchs d'Euroleague, 2 de Betclic Elite. Et encore une fois, on a vu un petit peu de tout durant cette quinzaine. Oui. Mon cher Ali, ça a commencé par une victoire en Turquie sur un terrain hostile face à l'Anadolu Efes Istanbul. Succès 81-69. On le sait, c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas, notamment sur le parquet d'Efes Istanbul. Oui, bien sûr. Malgré l'absence de Shane Larkin, il y a quand même du matos dans l'équipe. Notamment avec des bons matchs de Darius Thompson. Elijah Bryant, lui, il a fait le pire match de sa vie, je crois. Il s'est fait vraiment cadenasser par la défense monégasque. Une défense Monaco qui était menée pratiquement pendant tout le match, oui, et qui a fait un énorme 4e quart-temps, notamment avec Georgios Papagiannis, qui a bien un gros shit et un énorme tomard pour sceller cette victoire. Ça fait plaisir, justement, vous l'avez dit, 29-10 pour Monaco dans le dernier quart-temps. Et donc Papagiannis qui a été vraiment très bon dans la fin de match. On le disait, c'est une des recrues peut-être les plus régulières. Et là, ça fait plaisir de le voir comme ça, être décisif dans une fin de match d'Euroleague. Oui, bien sûr. De toute façon, il était recruté pour ça, pour son expérience du très haut niveau, son expérience de l'Euroleague. Et là, il a montré, en plus de l'absence de Mam Jaïté, qui était blessé. Ouais. Il a su parfaitement prendre le relais de Mam et faire un gros match. Il aurait fallu confirmer derrière face à l'Étoile Rouge de Belgrade à domicile et malheureusement, ça a été tout l'inverse. Alors en première mi-temps, on a assisté à un feu d'artifice offensif. Oui. Ça a dû faire plaisir au public de Gaston Médecin, pas vraiment au coach. Mais derrière, défaite 98-90 de Monaco. Comme on le dit souvent, c'est dur de gagner un match d'Euroleague quand on prend 98 points. Surtout à domicile. En plus, on sait que Monaco, quand ils prennent moins de 80 points, ils ont quand même plus de chances de gagner les matchs. Et là, clairement, offensivement, alors l'Étoile Rouge a énormément de talent. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui peuvent prendre feu. On a vu Philippe Petrouchev qui est arrivé de près de Olympiakos, qui est en train d'exploser tous les compteurs actuellement et qui a un peu dominé la raquette monégasque, il faut le dire aussi. Voilà, un match à oublier défensivement qui n'était pas du tout bon. Et voilà, on sait que c'est l'Euroleague. Si vous ne défendez pas, forcément, vous allez au-devant de grosses déconvenues. Après le match, on a vu un Sacha Obradovic touché qui est resté très peu de temps en zone mixte et qui a juste dit, en gros, c'est une honte de jouer comme ça. Oui, après, Sacha Obradovic, je sais pas, il est un peu toujours dans le... On va dire dans le gravitasque, mais bon, effectivement, je pense que la performance de l'équipe a dû le toucher parce que vraiment défensivement, ça allait pas du tout. Parmi les satisfactions notamment, donc on a le duo Mike James et Eli Okobo, 20 points chacun. Pour Eli, justement, ça vient confirmer son très bon début de saison où on le voit régulièrement, quasiment sur tous les matchs, répondre présent et jouer un très bon basket. Ah oui, il joue un très bon basket, il a des pourcentages de haut très, très élevés. Il est vraiment en train de se dire, bon écoutez, maintenant, ça c'est mon équipe maintenant. Donnez-moi les clés. Donnez-moi les clés. Mike, voilà, ça reste Mike. Mais clairement, Eli, il est en train de se montrer, de se montrer comme patron de cette équipe de la Rocket Team. Alors, il y a eu une réaction derrière, juste 2 jours après, du côté de Baskonia, avec une victoire au Pays Basque 87-75, avec notamment ce 24-7 d'entrée collé dans le premier quart-temps, qui montrait que Monaco avait un peu des pendules à remettre à l'heure, on va dire. Oui, clairement. Après, on connaît Monaco, c'est une équipe à réaction. Clairement, Sacha Obradovic a dû resserrer un peu les boulons pour que les joueurs fassent un gros début de match, ce qui n'avait pas été le cas sur les matchs d'avant. Et Baskonia, il s'est fait prendre à la gorge, il ne savait pas quoi faire. Ils ont pas un tir. Voilà, ils sont rentrés. Marcus Howard, il a perdu son total dans le système de le Pablo frère Lasso. jumeau. Ouais, clairement. Et Shima Moleke a fait en sorte que son équipe a pu revenir un petit peu quand même. Donc, Monaco a totalement dominé. On a encore vu, malgré tout, donc il y avait 23 points d'avance à la mi-temps pour Monaco, qui a ensuite encaissé un gros trou d'air dans le 3e quart-temps. C'est un peu la constante depuis le début de saison. Cette équipe est capable de tout dans le même match. Équipe à réaction, tout simplement. Voilà. Grosse domination en première mi-temps. On se relâche un petit peu. Et après, on réagit pour finalement gagner le match. Ça, c'est vraiment une constante dans cette équipe qu'il va falloir essayer de gommer petit à petit.
Il y a eu aussi 2 matchs de Betclic Elite durant cette quinzaine. Une victoire 76-74 contre Dijon. Ça ne s'est pas joué à grand-chose face à la bande à David Holston. Et ensuite, donc, cette défaite à domicile face au Mans qui a laissé des traces. Et on va en parler tout de suite dans votre chronique, dans le Point d'Ali. 86-74, première défaite de la saison en Betclic Elite à domicile donc pour Monaco. Et donc cet événement, j'allais dire, à la fin du match dans les gradins de Gaston Médecin. Honnêtement, voilà, ça fait 10 ans que je suis la Roca Team. Je n'ai pas le souvenir. Ali, vous aussi peut-être en tant que joueur, est-ce que vous avez le souvenir de siffler à la fin du match? Moi, je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que cela traduit du coup de la part du public, ces sifflets entendus à la fin du match contre Le Mans? Une déception, j'imagine, hein, mais est-ce que la déception est bien placée? Je ne saurais le dire, hein, mais clairement, le public était déçu de la prestation de la Roca Team. Ils estimaient sûrement que les joueurs ne sont pas donnés à fond, alors que le coach ne tire pas le meilleur de cette équipe. Alors, est-ce que c'est... voilà, la question, c'est maintenant, il faut zoomer. Voilà, pas zoomer, pardon, dézoomer. Le contraire, voilà, il faut dézoomer et voir les résultats actuels de la Roca Team. En Euroleague, c'est très, très correct. Hein, un match de la deuxième place. En Betclic Elite, avec un match qui a été retiré en plus, aussi pas loin d'être tout en haut, donc 7e de tête. Donc voilà, les résultats ne sont pas catastrophiques, mais après, j'imagine que la manière est problématique pour le public monégasque. Alors, est-ce que le public est en droit, bien sûr, d'attendre mieux? Est-ce qu'aussi on a été trop bien habitué à Monaco ces dernières années, où ça a très bien marché très tôt et on a vécu des saisons incroyables, en fait? Ce qui est sûr, c'est qu'à Monaco, on a très très bien mangé ces dernières années, donc peut-être qu'effectivement, le public est un petit peu gâté, j'ai envie de dire ça, parce que forcément, quand on a l'habitude de ce niveau d'excellence, on estime qu'il faut toujours l'avoir, parce que l'effectif il est XXL. Hein, techniquement, sur le papier, encore une fois, ils sont censés être meilleurs que celui de l'année dernière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains joueurs qui ne sont plus là et qui, justement, sont capables de semer la révolte quand les autres s'endorment un petit peu. Je pense à Yacouba Ouattara, qui n'est plus là, c'était le capitaine emblématique du club pendant 8 ans, et la légende John Brown. Ce genre de match-là, tu as ces joueurs-là, je suis à peu près persuadé que tu ne le perds pas. Donc voilà, et je pense qu'il y a aussi ce mécontentement par rapport au fait qu'il manque certains guerriers qui peuvent réveiller l'équipe dans les moments difficiles. Donc c'est vraiment une histoire d'état d'esprit, moi je pense que le public reproche aux joueurs. Notamment cette stat, 47 rebonds pour Le Mans. C'est fou. On a l'habitude de dire dans le basket, c'est un peu, on va dire, le témoin de l'intensité et de l'envie d'une équipe. Les rebonds pris, là, quand on en laisse 47 à l'adversaire, c'est un manque d'envie. Les rebonds, c'est 90% d'envie et 10% de technique. Donc clairement, à ce niveau-là, Le Mans avait clairement envie de faire un coup à Monaco et je pense que les joueurs se sont dit Le Mans c'est pas une équipe folichonne non plus et à la maison on a juste besoin d'être là et gagner. Mais non, la Betclic Elite c'est un championnat très difficile, très compliqué. Dijon a failli gagner juste avant et là Le Mans finalement ils ont réussi à repartir avec le hold-up. Alors, on a vu encore une fois un coach touché après le match avec cette déclat de Sascha Obradovic. Pour la première fois les fans m'ont hué, je le prends personnellement, je ne dors pas pour qu'on produise du beau jeu, pas pour me faire huer. Oui. Alors, est-ce qu'il devait le prendre personnellement? J'en sais rien, mais je sais qu'il y a des gens qui sont assez mécontents de ce qui est du jeu proposé par le club, mais moi je pense que c'était sous des sifflets global pour lui, et aussi pour le manque de consternation, dans le manque d'envie des joueurs. Et il va falloir tout de suite, encore une fois, relever la tête avec là aussi un match un peu à qui tout double qui arrive en Euroleague face à l'ennemi juré, l'Asvel jeudi. Ah oui, là clairement, il faut le prendre parce qu'on sait que l'Asvel a battu à plat de couture la Roca Team en championnat. Et là, c'est la rivalité maintenant du championnat de France, même si à Paris qui essaie de se glisser là-dedans. En plus, il y a une défaite face à Paris en Euroleague à domicile aussi. Là, clairement, c'est le match pour se remobiliser et repartir sur des bonnes bases. Il va falloir contenir un Théo Malédon absolument monstrueux depuis le début de saison. On passe à la question du jour. Traversons l'Atlantique, mon cher Ali, pour balayer plusieurs questions et notamment la NBA étudie un nouveau format pour le All-Star Game. C'est pas une mauvaise idée quand on se souvient du 211-186 ridicule du dernier match où c'était un peu une parodie et une caricature de basket. Alors je vais vous donner un petit peu le nouveau format qui est à l'étude. Fini les 2 équipes de 12 joueurs, on partirait sur 3 équipes de 8 joueurs et la 4e serait le vainqueur du Rising Star, donc le match entre les rookies
rookies et les sophomores du vendredi soir. Ce qui donnerait un Final Four avec demi-finale et le vainqueur remporte donc le All-Star Game 2025. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle formule qui est à l'étude? Est-ce que ça peut redonner un peu d'intérêt au All-Star Game NBA? Alors, à voir. De toute façon, le plus gros problème de All-Star Game, c'est la compétitivité. Les joueurs, ils viennent faire la bringue, clairement. C'est un break. Ils sont là ils viennent faire la bringue et le match, ça passe en second plan. Alors, à mon époque, maintenant que je suis un papy, j'ai connu l'époque où il y avait les Kobe Bryant, les Michael Jordan, etc., qui prenaient ça très, très à cœur. Avec une vraie rivalité Est-Ouest. Voilà, tout à fait, avec une vraie rivalité Est-Ouest. Maintenant, c'est terminé, clairement. Les joueurs, ils viennent faire la fête, encore une fois. Est-ce que ce nouveau format va permettre de remettre de la compétitivité? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ça me paraît un peu compliqué. J'avoue que j'ai du mal encore à le conceptualiser, mais pourquoi pas? De toute façon, il faut tenter, parce que là, sinon, le All-Star Game, il est mort, clairement. Donc, il faut tenter les trucs. Et moi, je suis ouvert à découvrir tout ça. Le fait qu'on se retrouve avec 4 équipes avec un roster de 8 joueurs par rapport à 2 équipes de 12, ça peut aussi plus les concerner parce qu'on se dit quand on est 11e ou 12e joueur d'une équipe, je vais être au bout du banc, je vais jouer 5 minutes. Là, on est censé passer plus de temps sur le terrain quand on a une équipe de 8. Mais après, ça ne règle pas le problème d'avoir envie de jouer. Il y a aussi la composante du fait que les joueurs n'ont pas envie de se blesser aussi. Parce qu'ils se disent, si je me blesse au All-Star Game, qu'est-ce que je vais faire? Donc, est-ce que justement, le mec qui était 12e de l'équipe, il était pas content d'être là. Il est content et se dit, écoutez, je vais devoir jouer 5 minutes, je vais décuver de la soirée d'avant, alors que là, il va falloir jouer. Donc, il faut voir ce qui va se passer dans la tête des joueurs, mais j'avoue que ça m'intrigue. Parce qu'il y avait aussi d'autres choses qui avaient été tentées. Avant, c'était Est-Ouest. Ensuite, il y avait eu USA contre Team Monde, qui était aussi une alternative. Moi, c'est ce que je pensais que ce serait. Vu que maintenant, la Team Monde est tellement performante, il y a tellement de joueurs étrangers aux États-Unis qui est performante. Après, est-ce que les Ricains n'ont pas peur de faire un USA face Team Monde? Parce que pour le coup, la Team Monde, il y a moyen qu'elle gagne le match. Et on va continuer donc à parler de NBA avec bien ce match. Ça y est, il l'a fait, on l'attendait. Le premier match à 50 points de Victor Wembanyama qui devient le 4e plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue à réaliser un tel exploit. Oui, Victor, il a fait un gros match. Alors Victor, il fait un début de saison très bien, j'ai envie de dire, mais je reste un peu sur ma faim parce que pour le coup, je trouve qu'il shoot beaucoup trop à 3 points. Oui. Alors j'imagine qu'il est encore dans la phase d'exploration de son jeu. Et là, ce soir-là, il a mis un très gros pourcentage, en plus de tout ce qu'il fait autour. Donc forcément, ça lui a permis d'avoir 50 points. Mais j'avoue que j'aimerais qu'il soit un peu plus consistant. Surtout quand on a Chris Paul pour vous gaver de ballons à l'intérieur. Sur les alley-oops, vous pouvez refaire un petit Lob City version Clippers à l'époque avec DeAndre Jordan. Oui, tout à fait. Donc j'avoue que son volume de shoot à 3 points me laisse circonspect. Et il a mis quand même un peu plus dedans ces derniers temps avec 3 matchs consécutifs à plus de 5 tirs à 3 points, ce qui changeait un peu en effet de la maladresse du début de saison. Autre jeune Français qui a cartonné, ça nous fait plaisir, le numéro 1 de la draft, Zaccharie Rizaché, qui nous plante un match à 33 points. Là aussi, il montre tout son potentiel. Oui, bon, tout son potentiel. Il a un potentiel énorme, forcément, c'est ce qu'a pu voir les Hawks. Et lui aussi, pareil, son adresse est très fluctuante. Il y a des matchs où il n'en met pas un, et des matchs où il met. Ce soir-là, il a mis. Et après, c'est le quotidien des rookies, qui a un peu de mal avec l'efficacité. Mais en tout cas, c'est clair que son début de campagne rookie est très très intéressante et je pense qu'il ne va faire que monter en puissance, surtout avec un joueur comme Trae Young qui pourra lui passer de petits caviars. Il est à 1 sur 19 à 3 points sur les 5 derniers matchs. Justement, Zaccharie Rizaché, c'est ça l'axe de progression majeur pour lui parce qu'on le voit déjà, défensivement, il est NBA ready, il est capable de mettre des contres à Karl Anthony Towns, on l'a vu, ça défend très dur. Il est prêt, défensivement il est prêt. Maintenant, il faudra juste travailler sur son efficacité offensive et après, il fera une très très belle carrière NBA. Terminons par l'équipe qui est invaincue pour l'instant depuis ce début de saison NBA. Ce sont les Cavs de Cleveland, 15-0 pour débuter la saison. L'effet Vincent Collet, bien sûr. L'effet Vincent Collet, voilà, il n'y a rien à dire. Consultant spécial des Cavs. On sait que Kenny Atkinson a été l'assistant de Vincent Collet avec l'équipe de France cet été aux Jeux Olympiques. Kenny Atkinson qui connaît très bien la France, qui a joué en France à Gold Épinal et qui était même assistant coach au Paris Basket Racing à l'ancienne. Donc c'est un francophile, francophone. Et il a attiré Vincent. Il a attiré Vincent dans ses... Mais vraiment, le jeu proposé par les Cavs, c'est génial. C'est vraiment le jeu moderne avec des 2 arrières de très haut niveau, Mitchell, Garland, des big men qui prennent des rebonds, qui mettent des dunks dans tous les sens. Et vraiment, c'est vraiment un jeu hyper enthousiasmant. Ça défend bien, ça partage bien le ballon, ça met vraiment tous les joueurs dans les bonnes positions pour briller.
Clairement, Kenny Atkinson, c'est un super joueur et voilà, un super coach et il est conseillé cocorico par notre Vincent Collet national. Voilà, on voulait faire ce petit clin d'œil pour terminer l'émission et les big men dont vous parlez, c'était Jarrett Allen et Evan Mobley qui font un super boulot à l'intérieur. Ali, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. On vous libère, la foire est pas loin d'ici pour aller continuer cette belle journée et nous on se retrouve bien dans 15 jours pour un nouveau numéro des Experts Basket.